Nous démentons totalement l'idée que nos personnels militaires aient pu être impliqués dans de tels crimes. Et nous insistons fortement sur le fait que les images que vous avez pu voir, les enregistrements ou les photos qui ont été présentées sont le résultat d'une falsification orchestrée. Il y a, on l'a vu encore aujourd'hui, ces images satellites où on voit déjà les cadavres le 19 mars. Nous sommes catégoriques. Ces images satellites doivent faire l'objet d'une enquête très approfondie. Monsieur Peskov, est-ce que les images terribles de Marioupol ne sont pas en soi un témoignage? Cette ville immense, 1 demi-million d'habitants, et on voit bien que presque chaque maison civile a été bombardée par vous. L'armée russe ne vise pas les civils. Donc, ils ne bombardent pas des habitations, ils ne bombardent pas d'appartements et ils ne bombardent pas de cibles civiles. Voilà pour cet extrait de cette prise de parole de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, signe peut-être qu'il y a besoin de se justifier, parce que les autorités russes avancent toujours dans le déni, Magali Barthès. Ce qu'on a envie de savoir ce matin, c'est qui est Dimitri Peskov exactement? Quand Vladimir Poutine est élu président russe en 2000, il est déjà l'homme qui s'occupe des relations avec les médias. C'est vous dire si en Russie et surtout chez les Occidentaux aussi, les Européens, on connaît bien Dimitri Peskov, ou vraiment porte-parole de la voix officielle, où ces communiqués rythment continuellement la vie des journalistes, des relations des journalistes avec le Kremlin. Peskov, il faut savoir, c'est lui aussi qui a mis en scène Vladimir Poutine, quand on le voit avec ces images étonnantes, on le voit neutraliser un tigre ou voler en ULM au milieu des grues. Tout ça, c'est Dimitri Peskov qui est derrière cette affaire. Alors aujourd'hui, un peu d'ailleurs comme Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, c'est lui qui martèle ce discours officiel de la Russie, cette manipulation, les Russes n'en démordent pas, qui s'est passée à Boutcha. Et malgré tout, c'est ce qu'on nous disait hier soir à l'Élysée, il faut continuer à négocier malgré ce déni avec la Russie. Et c'est ce que veut aussi le président ukrainien Zelensky. Ça a été très clair dans le coup de téléphone qui a eu lieu hier soir entre Emmanuel Macron et Zelensky. Malgré ce déni, il faut continuer à négocier, à parler avec la Russie. Direction Borodianka à présent, la situation sur le front, cette population désarmée, livrée à elle-même, des tonnes et des tonnes de gravats sur le sol, tout est à reconstruire là-bas. Autre ville martyre, nos envoyés spéciaux ont pu parcourir les ruines de la ville. Impossible alors qu'il est de dresser un bilan sur les pertes humaines. Antoine Bordarias, Adrien Wako. En plein centre-ville de Borodianka, on se demande comment cet immeuble tient encore debout. Toute la partie centrale s'est effondrée sur elle-même sous la force des bombardements. Devant sa façade, le trottoir a totalement disparu, recouvert de gravats et des effets personnels de ceux qui y habitaient. Partout dans la ville, des dizaines de bâtiments témoignent des innombrables roquettes qui se sont abattues sur cette municipalité au nord-ouest de Kiev. Dans l'un d'eux, nous rencontrons Irina, qui vient récupérer quelques affaires dans son appartement dévasté. Vous savez, avant ici, c'était tout vert. Il y avait des arbres un peu partout, des abricotiers, des pommiers. Et maintenant, partout où on regarde, tout est devenu noir. Absolument tout. Dans le temps, vous savez, les Russes et les Ukrainiens ont pensé qu'on était pareils. On pensait jamais que quelque chose comme ça pouvait arriver entre nous. Devant le bâtiment où les Russes avaient installé leur quartier général, cette autre habitante nous interpelle. Son mari est mort d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait dans un abri anti-bombe. Devant notre caméra, elle laisse exploser sa colère. Je veux que cette guerre s'arrête tout de suite. Tout de suite. Et qu'il soit réduit en morceaux.
et qu'ils meurent tous, et que le malheur s'abatte sur eux et leurs enfants. Et surtout Poutine. Je ne sais pas ce que je serais capable de lui faire si je l'avais en face de moi. Il nous fait tellement de mal. Pour l'instant, il est impossible de savoir combien de civils ont perdu la vie à Borodianka, et il faudra probablement des semaines pour retrouver toutes les victimes sous les décombres. Bonjour Antoine Bordarias, vous êtes avec nous ce matin évidemment en direct et en duplex. Vous avez pu parcourir les ruines de cette ville. Vous êtes l'auteur de ce reportage avec Adrien Acco. Dans quelles conditions vous avez travaillé hier ? Bah écoutez, en fait, on a voulu se rendre à Borodianka avec Adrien Acco. D'abord, tout simplement parce que c'est une ville qui est encore un peu plus loin dans la banlieue de Kiev. C'est une ville qui est derrière les symboles d'Irpin, les symboles de Boutcha, et c'est également donc un des territoires qui a été libéré il y a environ 5 jours, désormais 6 jours par les autorités ukrainiennes, au fur et à mesure que les troupes russes commençaient à se retirer en direction de la Biélorussie. On a également voulu se rendre là-bas parce que vous le savez, il y a une femme qui fait régulièrement le point sur la situation, sur les pertes civiles, qui a beaucoup parlé notamment autour de Boutcha. C'est la procureure générale d'Ukraine et elle nous avait prévenu il y a 2 jours que les pertes civiles, la situation au niveau des pertes civiles allait être pire à Borodianka. On s'attendait donc à voir des images terrifiantes, des scènes macabres comme celles qu'on a pu découvrir depuis environ 3 jours à Boutcha. Quand nous sommes arrivés ici à Borodianka, ce n'était pas le cas, heureusement pour les habitants. Alors, plusieurs possibilités, soit les secouristes, les ambulanciers avaient déjà dégagé les rues avec les corps gisant au sol, comme ces images terrifiantes qu'on a pu voir sur tous les médias occidentaux dans les rues de Boutcha. Mais il y a également des rumeurs qui courent parmi les habitants. C'est ce que nous ont raconté notamment les femmes que vous venez d'entendre dans ce reportage. Elles nous disent que contrairement à Irpin ou à Boutcha, où les Russes ont dû partir très vite, à Borodianka, ils auraient eu le temps de cacher les exactions, de cacher les corps de civils qu'ils ont tués qu'ils auraient tué bien sûr avant de partir en direction de la Biélorussie. Évidemment, il y aura des enquêtes pour essayer de déterminer tout cela. Merci beaucoup Antoine Bordarias avec Adrien Acco sur le terrain. Donc on en profite pour saluer tous nos envoyés spéciaux actuellement en Ukraine et saluer leur travail. Magali Barthès, réaction de la communauté internationale, évidemment avec des nouvelles sanctions mises en place par les Européens et par les États-Unis. Oui, la Commission européenne va proposer tout à l'heure, en effet, de mettre en place un nouveau train de sanctions et notamment d'arrêter les achats européens de charbon russe. Il faut savoir que l'Union européenne se fournit en charbon à hauteur de 45% auprès de la Russie. Ça représente 4 milliards d'euros par an pour les Russes. Donc il faut arrêter, c'est ce que disent les Européens, de financer la guerre de Poutine, au moins sur ce front du charbon. Autre sanction envisagée, fermer les ports européens à tous les bateaux russes, des interdictions aussi de transactions pour de nouvelles banques russes, accroître la pression, c'est ce que dit Emmanuel Macron, il le faut, les Américains et le G7 sont sur la même ligne.